Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dans notre série dédiée au SPST. Donc, cinquième webinaire de la série aujourd'hui. Alors, sur un thème à la fois relevant de votre pratique médicale et du champ administratif. Donc, le thème du jour, c'est le certificat médical initial. Donc, on a intitulé la session le CMI, un enjeu de droit de responsabilité médicale et de lutte contre la sous-déclaration des maladies professionnelles. Donc, ça vous situe déjà les grands enjeux. Donc, comme d'habitude, nous sommes ensemble pour 1 heure. Donc, je tiens à vous présenter l'ensemble de l'équipe du jour. Donc, nous avons aujourd'hui 2 intervenants experts. Le docteur Luc Goupil, qui est médecin conseil à la CNAM, et qui était présent déjà sur les autres sessions que vous connaissez bien. Bonjour, docteur. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Le docteur Frédéric Nassois-Stellin qui va nous rejoindre, qui a donc une double casquette, qui est médecin du travail et conseillère nationale au Conseil national de l'ordre. Donc, il devrait nous rejoindre dans quelques instants et qui nous apportera son regard et ses précisions sur le sujet. Je salue également Iloy Okoko, qui est chargé d'études et experte métier en reconnaissance AT-MP. Bonjour Iloy. Bonjour à tous. Donc Iloy assurera la modération sur le chat et sélectionnera vos questions. Donc on prendra un temps de questions-réponses en fin de session. Et je suis donc Vincent Bruni, chargé de communication pour la CNAM, et je serai votre fil rouge tout au long de cette session. Alors, avant de démarrer, quelques informations pratiques pour un bon déroulement. Donc, surtout, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet dédié. Donc, il y a un onglet en bas à droite, questions. Donc, surtout, de bien poser vos questionnements à cet endroit-là. On mettra à votre disposition des documents, donc notamment le support diffusé ce jour. Et donc, vous pourrez les télécharger dans l'onglet Apps. Pareil, en bas à droite de votre écran, Apps et partage de fichiers. Donc voilà le chemin pour récupérer les supports. Et vous dire également que le replay vous sera envoyé dans les 24 heures suite au direct de manière automatique, puisque vous êtes inscrit à l'événement, donc vous recevrez un mail avec le replay. Donc le sommaire du jour, on aura 3 grandes séquences. On a découpé le sujet en 3 grandes séquences. On abordera tout d'abord le contexte et l'importance du certificat médical initial pour poser les enjeux. Une deuxième partie sera consacrée à la recevabilité administrative et médicale du CMI, puisque c'est là vos grandes questions qu'on a pu notamment recenser lors de votre inscription. Et la troisième partie sera consacrée au rôle et aux responsabilités des parties prenantes. Donc voilà pour le déroulé du jour. Alors, la traditionnelle présentation de l'assurance maladie risque professionnel, un bref rappel. Donc, c'est la branche de la sécurité sociale qui est dédiée à la santé-sécurité au travail. Alors, un point important, c'est la gouvernance paritaire de la branche à mettre en lumière. 3 grandes missions. Prévenir les risques professionnels, donc une mission de prévention avec des équipes dédiées sur le terrain de préventeurs qui accompagnent les entreprises du régime général. Fixer les taux de cotisation AT-MP des entreprises, mission de tarification. Et bien sûr, la mission de réparation, indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc voilà cette mission d'indemnisation. Le schéma, on va dire, de fonctionnement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces missions sont déployées par un réseau de caisses, d'organismes que vous connaissez tous. Donc, la mission de réparation est assurée en CPAM et la prévention et la tarification par les CARSAT, la CRAMIF pour l'Île-de-France et petit cas spécifique en Outre-mer, puisque les CGSS assurent l'ensemble de ces 3 missions. Donc, on intervient bien pour le régime général. Donc, on intervient auprès de plus de 19 millions de salariés répartis dans plus de 2 millions d'entreprises.
Et la branche s'appuie sur 2 organismes importants, donc l'INRS, que vous connaissez aussi, hein, l'organisme scientifique de la branche. Donc, on s'appuie sur les ressources et les études de l'INRS. Et un organisme qui s'appelle Eurogip, qui a notamment une mission importante de veille des pratiques de prévention européennes. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, le CMI aujourd'hui, hein. Donc, aussi, petite précision importante, c'est que c'était un thème qui était très plébiscité dans les questionnaires d'évaluation des précédentes sessions. Donc, voilà, on a pris en compte votre besoin. Et je vais pouvoir passer la parole au docteur Luc Goupil, qui va introduire cette première partie. Merci. Du coup, Vincent, si tu as la main... Pardon, non, désolé, oui, voilà. Le contexte général de cette présentation s'inscrit, et vous le savez bien, dans une problématique de sous-déclaration des maladies professionnelles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est préoccupant. De nombreuses maladies professionnelles ou à caractère professionnel ne sont pas reconnues du fait effectivement de l'absence d'enclenchement de démarches, de demandes de reconnaissance en maladie professionnelle. Et c'est vrai que le médecin a un rôle de conseil et d'accompagnement du patient, du salarié, dans le cadre de ces démarches de reconnaissance en maladie professionnelle. Le médecin va pouvoir et devoir informer son patient que sa pathologie pourrait potentiellement relever d'une reconnaissance en maladie professionnelle. L'envoi du certificat médical initial dont on va traiter aujourd'hui s'inscrit dans une dérogation générale en termes de secret médical, parce qu'il s'agit d'obtenir une prestation pour son patient, pour un salarié auprès de l'assurance maladie. Lorsque l'on envoie et que l'on rédige un certificat médical initial et qu'on transmet au médecin de l'assurance maladie ce certificat, on est dans le cadre d'une exception, d'une rupture. On n'est pas, si vous voulez, dans le cadre d'une rupture du secret médical, puisque tout ça est régi effectivement par les textes. Le certificat médical initial est vraiment une pièce indispensable à la constitution du dossier de demande de reconnaissance maladie professionnelle. Le patient va lui rédiger une déclaration de maladie professionnelle et son médecin va effectivement rédiger ce certificat médical initial. Si on n'a pas ces 2 pièces, au niveau de l'assurance maladie, on ne va pas pouvoir instruire une demande. Il nous faut vraiment au minimum ces 2 pièces pour initialiser l'instruction de la demande de reconnaissance maladie professionnelle. Alors, qui est habilité pour rédiger un certificat médical initial? Eh bien, en fait, c'est tout médecin, que ce soit le médecin traitant de la victime ou un spécialiste de second recours, un médecin hospitalier, éventuellement un chirurgien dentiste peut également établir un certificat médical initial. Alors, la question, et là on est vraiment content de recevoir le docteur Nassois Stellin, qui est médecin du travail et comme le disait Vincent, également conseillère au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins. Je vois que vous nous avez rejoint, docteur Nassois Stellin. Eh bien, le médecin du travail, lui aussi, peut, lorsqu'il détecte une situation de pathologie à caractère professionnel, dans l'absolu, peut rédiger lui-même le certificat médical initial, bien évidemment en obtenant l'accord du salarié. Mais d'une façon générale, le médecin qui rédige un CMI devra obtenir l'accord, lorsqu'il rédige ce certificat,
du patient et on le verra sur les modalités de transmission. Ce CMI peut être transmis directement par le médecin, mais également être transmis via l'assuré, le salarié lui-même. Le médecin a un choix dans le mode de transmission. Si on est, bon, bien évidemment, on va privilégier coûte que coûte, et ça, on vous le répétera, la rédaction du certificat médical sur le CERFA qui est prévu à cet effet. Et comment dire, ce CERFA, ben, soit vous en disposez sous format papier et effectivement, vous pourrez l'envoyer par voie postale à l'assurance maladie. L'idéal, effectivement, est de pouvoir télétransmettre le CERFA via Amélie Pro. Mais d'une façon comment dire, générale, un certificat médical initial peut être rédigé sur n'importe quel ordonnancier, si je puis dire. La petite subtilité, c'est que lorsqu'on rédige sur le CERFA ad hoc, on va mentionner uniquement comment dire, la pathologie pour laquelle on pense qu'il y a une origine professionnelle, en cochant effectivement la petite case maladie professionnelle, alors que sur un ordonnancier dit libre, là, il faudra établir, comment dire, positionner à la fois la notion de pathologie et à la fois la notion d'exposition professionnelle, mais ça, on y reviendra avec beaucoup de précautions. On peut se poser la question, est-ce que le certificat peut être transmis obligatoirement par le médecin ou est-ce qu'il peut être remis au patient qui va le joindre à sa déclaration de maladie professionnelle? Les deux possibilités sont ouvertes en fait. Je veux dire là-dessus, votre patient peut sortir du cabinet avec le certificat que vous aurez rédigé ou à contrario, vous pouvez vous charger vous-même de l'envoi de ce certificat. Alors, ce certificat est soumis effectivement à un formalisme, si je puis dire. On peut parler de recevabilité administrative, mais il y a également la nécessité pour vous, lorsque vous rédigez ces certificats, de décrire des lésions ou des pathologies précises qui feront que médicalement, ce certificat est recevable par l'assurance maladie. Ce certificat est un certificat descriptif. Il doit, comme on l'a vu, il peut être établi sur toute forme de support, mais encore une fois, on insiste sur le fait que le CERFA est, comment dire, même s'il n'est pas obligatoire, est quand même est vraiment préconisé, puisqu'il permet aux médecins de ne pas être obligés de mentionner de façon rédactionnelle le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, puisque d'une façon implicite, la rédaction sur le CERFA comment dire, va positionner votre certificat dans le cadre d'une définition de certificat médical initial. Alors, excusez-moi, j'ai un petit, voilà, petite icône qui s'était ouverte. Alors, les éléments administratifs absolument indispensables, bon, des fois, ça tombe sous le sens, je veux dire, comme l'identification de la victime, son nom, son prénom, le numéro de sécurité sociale, votre qualité, c'est-à-dire déjà votre nom et qualité de prescripteur, comme voilà, il faut qu'on sache qui a signé effectivement le certificat, la date de rédaction du certificat, et puis on devra voir apparaître sur le certificat le nom de la pathologie, sa nature, son siège, la latéralité si besoin, et si on est hors CERFA, l'établissement d'un lien entre le travail et la pathologie, comme on l'a déjà vu.
Alors, on ne vous n'exigera pas effectivement du rédacteur de certificat le numéro de tableau de maladie professionnelle. Si vous inscrivez sur votre certificat tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, voilà, vous avez fait votre travail. Vous êtes sur le CERFA, vous cochez maladie professionnelle et vous n'avez pas besoin de préciser qu'il s'agit du tableau 57A. Voilà, vous êtes vraiment dans la description de la pathologie. On n'est pas non plus obligé de libeller exactement comme dans les tableaux de maladie professionnelle, le nom de la pathologie. C'est, comment dire, du moment où vous, en tant que médecin, vous décrivez une pathologie, vous mentionnez une pathologie, voilà, vous êtes dans comment dire, une rédaction conforme médicalement du certificat. Vous n'êtes pas non plus contraint de préciser la date de première constatation médicale sur votre certificat médical initial, mais vous pouvez également le mentionner puisqu'il y a une petite, sur le CERFA, vous avez un endroit où vous pouvez aussi vous positionner sur cette date de première constatation médicale qui est relativement importante. On l'a déjà vu, je pense, lors de précédentes conférences. Cette date est vraiment primordiale dans le cadre de l'instruction pour étudier l'exposition professionnelle parce qu'on va se positionner sur cette date de première constatation médicale en termes de recherche d'exposition professionnelle. Mais là encore, si vous ne la précisez pas, votre certificat reste recevable. Bien évidemment, le certificat doit décrire une affection caractérisée et non pas des symptômes isolés qui ne caractérisent pas une pathologie comme démangeaisons, crise de larmes. Si l'assurance maladie reçoit un certificat ne décrivant pas une affection caractérisée, le médecin conseil va tenter de prendre contact avec le médecin rédacteur pour en échanger avec lui et en parallèle, il va renvoyer le dossier au service administratif de la caisse pour que celui-ci retourne le dossier à la victime qui retournera voir son médecin afin d'obtenir un certificat recevable. Si un certificat mentionne plusieurs pathologies, bien évidemment, ce certificat sera recevable pour toutes les pathologies qui sont mentionnées de façon correcte, permettant de caractériser la pathologie. A contrario, les pathologies ou les symptômes qui sont jugés irrecevables, eh bien, parmi effectivement toutes ces multipathologies, ce symptôme sera écarté. Si jamais le médecin conseil constate, et ça arrive, que l'affection est déjà prise en charge dans le cadre du risque professionnel, il va prononcer un rejet sur cette demande, puisque effectivement, vous comprenez bien que la prise en charge est déjà effectuée au titre du risque professionnel. Il s'agit d'un rejet médical. Souvent, les décisions du médecin conseil sont traitées en cas de recours, de contestation, en pré-contentieux au sein d'une commission médicale de recours amiable où siège notamment un médecin expert et qui est extérieur à l'assurance maladie. Bon, quelques exemples de recevabilité à gauche, plaque pleurale, rupture de la coiffe des rotateurs, de l'épaule gauche, le même exemple que tout à l'heure, des lésions eczématiformes ou de la gale, des troubles psychosociaux. Bon, là, je revois cet exemple, plus de précision serait quand même bienvenue, comme dépression réactionnelle ou état de stress post-traumatique. A contrario, des exemples d'irrecevabilité, plaque. Voilà, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Douleur de l'épaule, oui,
Mais de quelle pathologie parle-t-on? Démangeaison, c'est pareil. Crise de larmes, effectivement, une crise de larmes, ce n'est pas vraiment une pathologie caractérisée. Et là, on sera en difficulté pour traiter le dossier. Et comme je l'expliquais précédemment, le médecin conseil va essayer vraiment d'obtenir un certificat médical descriptif. En général, le contact médecin conseil avec le médecin prescripteur se passe très bien dans la mesure où cet échange permet au prescripteur de mieux comprendre les problématiques de l'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de ces dossiers. Et nous allons maintenant aborder effectivement le rôle et les responsabilités des parties prenantes. Et encore une fois, on est très heureux d'accueillir le docteur Nassois Stellin qui va pouvoir nous apporter son éclairage en termes de bonnes pratiques de la part de l'ensemble des confrères. Alors, docteur Nassois, peut-être que vous pouvez vous présenter, si vous voulez. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfaitement. Oui, alors toutes mes excuses pour le retard, mais j'ai eu des sueurs froides sur la connexion, je n'y arrivais pas, mais Tatiana m'a sauvé la vie et me voilà parmi vous. Donc, encore une fois, toutes mes excuses pour le retard. Donc, je me présente, effectivement, je suis le docteur Nassois Stellin, je suis médecin du travail, j'exerce dans un service interentreprise à Belfort, dans le territoire du même nom, et je suis à la fois présidente de mon conseil départemental de l'ordre et conseillère nationale élue pour la Bourgogne-Franche-Comté. Je participe au Conseil national de l'ordre des médecins à toutes les instances en lien avec la santé au travail, puisque je suis le seul médecin du travail élu au Conseil national. Le premier est la seule, donc autant vous dire que je suis assez sollicitée. Voilà, donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir vous donner un petit peu des indications complémentaires par rapport à votre pratique sur le service rendu aux salariés, puisque je tiens à rappeler en tout premier lieu qu'un médecin, quelle que soit sa spécialité, médecin du travail compris, ne doit jamais, théoriquement, priver un assuré d'un avantage social auquel il pourrait prétendre. Ça, c'est le code de déontologie. Je ne vous donnerai pas le numéro de l'article parce que je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui doit toujours guider notre réflexion par rapport à une demande ou à une proposition de maladie professionnelle. Si on est convaincu de par notre connaissance de l'entreprise que la pathologie dont relève le salarié peut bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle, même si notre statut de conseiller de l'employeur et du salarié est parfois compliqué à tenir, nous ne pouvons priver l'assuré de cette possibilité éventuelle d'avoir une reconnaissance en maladie professionnelle. Voilà, c'était le préambule. Docteur Goupil, je vous laisse dérouler. Oui, merci beaucoup. Et je me permets juste d'ajouter que votre regard CNOM est d'autant plus important que vous avez à traiter des recours auprès de la chambre disciplinaire. Donc, de plus en plus voilà, de contentieux, effectivement, de la part des employeurs pour toutes sortes de choses, mais justement, la rédaction des certificats en général est un fort sujet de contentieux avec les employeurs. Donc, je vais essayer de vous apporter mon éclairage. Merci beaucoup. Alors, quel est le rôle du médecin conseil? Le médecin conseil, vous l'avez compris, lorsqu'il reçoit un dossier complet, à savoir votre certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et le plus souvent l'examen, le compte-rendu d'examen complémentaire qui est prévu implicitement ou explicitement au tableau. Il a un dossier en main et il doit désigner la pathologie, c'est-à-dire qu'il va effectivement coder, pour le coup, lui, préciser de quel tableau il s'agit lorsque cette pathologie relève d'un tableau. Il entérine le diagnostic.
au regard des éléments dont il dispose dans le dossier. Bon, là encore, le médecin conseil peut être en désaccord avec le prescripteur et émettre un rejet médical dans le cadre d'un désaccord sur le diagnostic. Ça peut arriver et en cas de recours, ce dossier passera entre les mains de la commission médicale de recours amiable. Le médecin conseil donc a fixé le tableau. Il va préciser le code syndrome, comme on l'a vu, et si aucun tableau ne correspond, par exemple les pathologies psychiques, il va, y avoir une poursuite de l'instruction du dossier sous réserve que l'incapacité permanente résultant de la pathologie est, égale ou supérieure à 25%. Et là encore, on demande au médecin conseil de se positionner sur la gravité de la pathologie hors tableau pour poursuivre l'instruction. Le rédacteur du certificat médical initial n'est pas, responsable, si je puis dire, de la reconnaissance en maladie professionnelle. On ne peut pas lui reprocher effectivement d'avoir rédigé ce certificat médical initial. Par contre, on doit effectivement attirer, c'est l'occasion, ce webinaire est l'occasion d'attirer votre attention sur le fait que vous êtes médecin, vous constatez une pathologie, votre certificat va mentionner l'existence de cette pathologie et vous devez rester neutre, ne pas avoir de jugement de valeur exposé dans le certificat rédigé. Bien évidemment, tout certificat, faux certificat, relève d'une responsabilité pénale et disciplinaire du rédacteur. Ça tombe sous le sens. Et le médecin va, pouvoir potentiellement engager sa responsabilité disciplinaire s'il prend parti, il interprète. Par exemple, un petit exemple, vraiment pour illustrer, syndrome anxio-dépressif consécutif à un management abusif. Alors là, moi, je me positionne sur le rédacteur tout venant. Il est hors de question que le médecin ait un positionnement sur le management abusif. On lui demande juste d'établir le fait que ce syndrome anxio-dépressif est lié à l'activité professionnelle. Peut-être, docteur Nassois-Sellin, vous voulez rajouter quelque chose ? Voilà, là, on est effectivement dans le nœud du problème, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la plupart des contentieux employeurs, médecins traitants, puisque ce sont en grande majorité les médecins traitants qui, à ce jour, effectuent les CMI pour les maladies professionnelles ou les accidents de travail, mais dans le cas de la maladie professionnelle, ce que les avocats des employeurs reprochent aux médecins, c'est d'attester de quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes constaté. Vous savez que le seul médecin qui a accès à l'entreprise, c'est le médecin du travail, et tous les avocats battent en brèche le fait que des médecins traitants puissent attester selon les dires de leurs patients qu'ils sont en syndrome anxio-dépressif à cause effectivement d'un management toxique, à cause de conditions de travail délétères, à cause, le pire encore, d'un harcèlement. Enfin, on voit toutes sortes de rédactions qui ne sont pas conformes puisqu'elles poussent les employeurs et leurs conseils à évoquer un certificat de complaisance, et la chambre disciplinaire va juger les médecins sur des certificats de complaisance dans lesquels ils ont pris parti uniquement sur les dires des patients et qu'ils n'ont pas constaté les choses eux-mêmes. Et très clairement, la jurisprudence aujourd'hui en disciplinaire condamne les médecins sur ce qu'on appelle, nous, des certificats rédigés de façon imprudente. C'est-à-dire, on nomme ça l'imprudence réactionnelle, car il y a des façons de faire passer un message sans pour autant se mettre en difficulté en écrivant et en prenant pour argent comptant ce que le salarié nous a rapporté.
Concernant le rôle du médecin du travail, je pense que je vais y venir tout de suite. Moi, personnellement, j'agis de la façon suivante. Je remets aux salariés un certificat qui n'est pas un CERFA. Hein, je rédige un certificat dans lequel je nomme la pathologie. Je nomme, donc je sous-signais, atteste que l'état de santé pourrait relever d'une pathologie professionnelle. Quand j'ai un numéro de tableau, je le mets. Quand je n'en ai pas, je ne le mets pas. Je décris les symptômes, j'explique, je décris les symptômes et les lésions, et je mets que ça pourrait relever d'une maladie professionnelle. Ceci pour remettre au médecin traitant, c'est-à-dire que je remets au salarié qui va lui-même remettre au médecin traitant. Pourquoi? Comme je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, c'est très vrai, nous n'avons pas accès à Amélie Pro. Donc, nous ne pouvons pas télécharger le CERFA, le remplir et le renvoyer. Donc, je préfère passer par un certificat rédigé par mes soins que le médecin traitant va pouvoir joindre au CERFA ou que le salarié va pouvoir envoyer avec sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, puisque c'est bien toujours le salarié qui demande la reconnaissance de maladie professionnelle et il peut donc joindre un certificat du médecin du travail. Mais je préfère agir comme ça que de devoir avoir un CERFA papier. Je pense que le médecin traitant, en plus, est celui qui souvent a constaté les symptômes en premier, qui est au fait de la clinique de son patient. Et donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose de travailler en collaboration. Merci beaucoup. Mais franchement, votre intervention est précieuse hein, parce qu'elle nous donne vraiment un éclairage sur les bonnes pratiques, à la fois un équilibre entre notre rôle de médecin dans l'accompagnement des victimes à la détection et à la déclaration, et un éclairage également pour tous nos confrères médecins du travail qui ont un positionnement tellement particulier. Franchement, voilà, c'est très, très, très précieux. Alors, on avait rédigé une autre diapo où, comment dire, on précisait les choses. Un assuré va formuler sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Il va, au sein du cabinet, préciser à son médecin qu'il vit, d'après lui, un harcèlement moral au travail. Le médecin, au niveau de son certificat, ne doit surtout pas reprendre les dires de son patient sur les conditions de travail parce qu'il risque de colporter finalement ou de se positionner sur un jugement de valeur dans l'entreprise. C'est vrai qu'on peut rentrer franchement en empathie avec nos patients et donc on peut être un peu embarqué là-dedans. Alors sur un certificat comme un CERFA, c'est relativement simple puisqu'on va marquer trouble anxio-dépressif et puis c'est tout. On coche maladie professionnelle. Si on est sur une ordonnance hors CERFA, c'est là que ça devient beaucoup plus complexe. Donc, sur cette diapositive, on pose la question, quelles seraient les formulations les plus appropriées? On a, par exemple, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche susceptible d'être en lien avec l'activité professionnelle. Et pour le syndrome anxio-dépressif, on pourrait peut-être proposer, mais le docteur Nassois-Stellin va peut-être nous préciser ce qu'elle en pense, syndrome anxio-dépressif que le patient me dit être en lien avec son travail. Qu'en pensez-vous, docteur Nassois-Stellin? Oui. Alors, effectivement, on est à nouveau dans ce que j'appelais tout à l'heure les bonnes pratiques rédactionnelles. Alors, les avocats qui sont de plus en plus agressifs, vous aurez compris, je n'ai rien contre les avocats, mais ils m'occupent beaucoup et j'ai un peu du mal. Ils montent très fort au créneau en disant que même si c'est rapporté et que c'est écrit ou que c'est entre guillemets,
ça n'est pas valable. Ça, c'est faux. Nous retenons dans la bonne pratique rédactionnelle le fait de pouvoir rapporter, puisqu'on le fait dans tout autre certificat, quand on doit par exemple dénoncer des violences, on est bien autorisé à écrire dans le certificat en mettant entre guillemets certains dires ou certains propos de patients qui nous paraissent être vraiment instructifs et pouvoir vraiment avoir un rôle dans la reconnaissance. Pour la maladie professionnelle, c'est pareil. J'ai envie de dire que pour tout ce qui est maladie tableau, on n'en a pas tellement besoin, il suffit de mettre la pathologie. On rappelle que les tableaux, on a des symptômes, on a des durées d'exposition, on a des choses très précises en matière d'iconographie ou de renseignements médicaux. Donc, c'est l'assurance maladie qui va faire le lien entre tout ça, qui va déterminer si le poste de travail, si l'employeur, bien évidemment, sous le principe du contradictoire, va devoir décrire le poste, va devoir donner les éléments qui ont pu contribuer à cette maladie professionnelle supposée. Mais tout ça étant dans le contradictoire, il appartient au salarié d'un côté d'apporter les éléments avec les différents certificats qu'il va avoir et ensuite à l'employeur d'essayer de prouver que non, ce n'est pas le travail ou alors oui, c'est le travail. On entre dans une toute autre dimension avec les risques psychosociaux. Et je pense que vous en êtes tous conscients. Aujourd'hui, on n'a pas encore de tableau. Je ne sais pas si on en aura un jour et si c'est souhaitable. Mais en tout cas, dans tout ce qui est du domaine du ressenti et donc forcément d'un relationnel entre un salarié et son environnement de travail, avec tout ce qu'on peut voir tous les jours et tout ce que ça peut comporter, du simple conflit de personnes à effectivement une grande difficulté au poste de travail. Je pense que là, il convient d'être très prudent, mais que pour autant, vous avez le droit d'écrire qu'effectivement, le patient me dit être en lien avec son travail et ça ne pourra pas vous être reproché. Ça montre quand même que, voilà, sur un CERFA, on peut effectivement mettre syndrome anxio-dépressif, point, puisque tout le travail d'enquête va être fait derrière. Sur un certificat sur papier libre ou sur ordonnancier, moi, j'écrirais effectivement syndrome anxio-dépressif que le patient me dit être en lien avec son travail, parce qu'on rattache le travail sans prendre de risques par rapport à une analyse plus poussée. Alors qu'en tant que médecin du travail, on peut être amené à faire parce qu'on a, par exemple, eu d'autres exemples dans des conditions de travail, l'environnement de travail, on a des doutes, etc. Mais je pense que la prudence est de mise et on doit réserver nos observations au certificat qu'on devra remplir pour le C2RMP par rapport à cette reconnaissance. Oui, tout à fait. Je me permets d'intervenir, Luc, simplement pour préciser à nos participants que j'ai mis en téléchargement le modèle de CERFA. Donc, vous l'avez en allant donc, dans l'onglet Apps, puis Partage de fichiers en bas à droite de votre écran. Voilà, c'était la petite parenthèse, je t'en prie. Merci Vincent. Oui. Et effectivement, le médecin du travail, lorsqu'il y a instruction, saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il est interpellé, il est interrogé par l'assurance maladie à ce moment-là. Et nous avons d'ailleurs fait évoluer, nous avons modifié sous l'égide du ministère du Travail ce questionnaire où le médecin du travail n'a pas à se positionner sur le lien, mais plutôt à exposer ce qu'il a constaté en termes d'exposition au sein de l'entreprise, ce qui permet d'éclairer le comité. Voilà, donc ce questionnaire, ça ne vous a peut-être pas échappé, a évolué il y a à peu près un an et demi, et qui ne met plus finalement le médecin du travail en positionnement de devoir se positionner sur ce lien de causalité et qui recentre sur ses missions
de connaissance effectivement de l'exposition professionnelle au sein de l'entreprise. Alors, oui, et j'ajouterais, parce qu'on nous a déjà posé la question, ce fameux imprimé à remplir pour le C2RMP ne constitue pas non plus, bien évidemment, une violation du secret médical, mais constitue au contraire une dérogation possible au secret médical, largement permise pour les médecins du travail dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'instruire une demande et une demande que l'on ne peut pas refuser à un salarié. Donc, tout cela est parfaitement encadré et on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir rempli un certificat pour le C2RMP. Super. Il y a Vincent qui nous tire les oreilles parce qu'on a un timing à respecter. Donc, je vais juste insister sur le fait que le médecin est franchement un acteur majeur dans la détection de la maladie professionnelle et de l'accompagnement des victimes. Encore une fois, nous sommes dans un contexte de sous-déclaration de ces maladies professionnelles. Donc, vous avez vraiment pleinement un rôle à jouer, les équipes de prévention et de santé au travail, les infirmiers, infirmières, etc. Vous êtes en pluridisciplinarité et vraiment, cette détection est absolument précieuse, indispensable, nécessaire. Et vous l'avez compris. Ouais, oui, j'ai juste envie, excusez-moi, juste non, à ce moment-là, pour vous dire que vraiment notre rôle de médecin du travail, je pense, est précieux pour les salariés, puisque vous devez aussi le voir régulièrement, beaucoup de médecins traitants ne pensent pas du tout à la maladie professionnelle. Ils sont aujourd'hui noyés dans une charge de travail absolument dingue. Et très clairement, il faut que ça aille vite. Et je pense que nous, notre rôle quand on reçoit un salarié dont on pense, bon, j'en ai encore eu un ce matin, hein, une épaule, une intervention d'épaule, beaucoup d'examens. On a souvent un gros dossier à décortiquer. Mais je pense que notre réflexe doit quand même être de savoir y penser et en tout cas de s'interroger, puisqu'on a quand même des salariés qui arrivent en deuxième partie de carrière, qui sont usés par le travail, en particulier, je pense aux maladies des membres supérieurs, par exemple. On a des gens qui ont une très grosse ancienneté au poste. Enfin, il faut qu'on puisse leur rendre ce service et il faut qu'on joue ce rôle-là, car encore une fois, les médecins traitants n'y pensent pas forcément. Et ils vont être plus impliqués dans les accidents de travail puisqu'on leur amène une déclaration d'AT et ensuite ils suivent le processus. Mais franchement, dire aux salariés, vous pouvez déclarer, vous pouvez faire une demande de reconnaissance professionnelle et voici les éléments qui peuvent vous y aider, je pense que c'est précieux pour les salariés et qu'on a vraiment un rôle à jouer dans ce processus. Oui, tout à fait. Vincent, tu nous entends toujours ou pas? Parce que oui, tout à fait. Voilà. OK. Donc, le certificat médical initial, vous l'avez compris, est une pièce absolument indispensable avec la demande de reconnaissance qui est rédigée par le patient. Et puis, notre conseil, effectivement, lorsque vous pouvez utiliser le formulaire CERFA, c'est quand même bien plus pratique et plus confortable, on va dire. Merci Luc. Je prends la suite pour un rapide mot donc, sur nos canaux d'information avant qu'on puisse traiter vos questions. Hein. Vous avez été nombreux d'ailleurs à poser des questions, on vous en remercie. Alors vous pouvez retrouver notre actualité. Hein. On a un site internet de référence que vous connaissez sûrement, c'est le site Amélie. Donc le volet en l'occurrence professionnel de santé ou le volet entreprise qui peut aussi vous intéresser. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, avec notre page donc Assurance Maladie Risque Professionnel, que je vous invite à suivre. Hein. Vous retrouvez l'ensemble de nos événements, de nos offres de services, de l'actualité législative. Donc une page de référence. Et bien sûr, vous citez le site internet de l'INRS, qui est une ressource importante en matière de prévention. Avec beaucoup de choses très riches. Vous mentionnez également peut-être la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Vous pouvez retrouver les replays de nos 4 premiers webinaires dans la série dédiée directement à vos services de prévention et de santé au travail.
Donc, on va pouvoir traiter les questions qui ont été sélectionnées par notre modératrice. Donc, je vais les poser oralement à nos 2 intervenants du jour. Alors, merci à Eloy. Je vais vous poser donc la première question. Si lors de la rédaction du CMI par le médecin du travail, le salarié nécessite un arrêt de travail, ce CMI peut-il être réalisé? Du coup, j'ai mis une réponse là dans le chat pour cette question. Ah, tu avais répondu. Bon, bah, oui, j'ai répondu. Tu veux la dire oralement peut-être pour la partager? Le CMI, ne portant pas la notion d'arrêt de travail, oui, il peut être établi, ce CMI, et s'il y a besoin d'un arrêt de travail, je suis désolée, j'ai une voix de quoi. L'arrêt de travail est prescrit sur un CERFA dédié pour les avis d'arrêt de travail. Donc oui, le CMI peut être établi, même s'il y a besoin d'un arrêt. Oui, mais le médecin du travail ne peut pas faire l'arrêt de travail. Il ne peut pas faire l'arrêt de travail, mais il peut rédiger son CMI. Il oriente vers le médecin traitant pour un arrêt. Voilà. Le CERFA peut être établi, le CMI. Voilà, ça c'est notre difficulté assurance maladie, c'est que vous l'avez compris, pour les patients qui nécessitent un avis d'arrêt de travail, il s'agit de 2 documents différents rédigés par le médecin, le certificat médical initial d'une part et l'avis d'arrêt de travail. Et bien des fois, nous avons des dossiers incomplets parce que le médecin prescripteur va rédiger l'avis d'arrêt de travail et omettre de rédiger le certificat médical initial. Donc là, effectivement, on peut très bien imaginer la situation où le médecin du travail décide de rédiger le certificat médical initial, il a décidé. Par contre, le médecin généraliste, lui, sera en charge de prescrire l'arrêt de travail. Merci à tous. Alors, une autre question. Les maladies à caractère professionnel ne sont pas les maladies professionnelles indemnisables. Le médecin du travail peut-il rédiger le CMI pour les MP indemnisables? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Effectivement, le médecin du travail peut, s'il le souhaite, rédiger le certificat médical initial pour une pathologie qui, au final, sera peut-être reconnue en maladie professionnelle par l'assurance maladie, ou comme le docteur Nassois Stellin nous le précisait, le médecin du travail peut, solliciter ou adresser un certificat au médecin de famille, voilà, comme vous le précisiez tout à l'heure, docteur Nassois Stellin. Oui, le médecin du travail, à mon sens, être en relation avec le médecin traitant pour que celui-ci rédige le certificat médical initial si il le souhaite, il trouve ça pertinent en fait. Le médecin du travail a de toute façon toute prérogative à remplir tout certificat, que ce soit pour les maladies à caractère professionnel que pour les maladies professionnelles indemnisables. Il n'y a pas de différence. Oui, et d'ailleurs, pour vous préciser les choses, au niveau national, il y a ce qu'on appelle une commission sous déclaration qui réunit des spécialistes de divers horizons. Et cette étude plurirégionale où vous, médecin du travail, vous avez pu détecter des maladies à caractère professionnel, montrer une cartographie avec des volumétries de pathologies à caractère professionnel bien supérieures à ce qui est reconnu en maladie professionnelle sur le territoire. Donc, ce qui montre bien d'une façon mathématique que votre regard sur le caractère professionnel des pathologies est bien plus, pertinent, exactement, que ce qui, au final, va être reconnu. Donc, le hiatus entre ces volumétries de ce qui est finalement reconnu ou tout simplement déclaré et ce que vous détectez montre bien, effectivement, qu'il y a une sous-déclaration. Ce simple regard montre qu'il y a une sous-déclaration. Alors, une question sûrement pour le docteur Nassois Stellin. Une personne qui voulait connaître le pourcentage d'augmentation des plaintes à l'ordre des médecins contre les médecins du travail. Alors, je ne saurais absolument pas vous donner un chiffre, mais moi, qui suis quand même présidente depuis
quelques années, mais surtout ordinal depuis 23 ans, j'ai vu une grosse augmentation ces dernières années. J'ai presque envie de dire, même depuis la période Covid. J'ai beaucoup plus de plaintes. C'est vraiment maintenant très régulier, alors qu'avant, c'était relativement anecdotique. Mais on a aujourd'hui l'impression que les employeurs veulent vraiment Alors, il y a des gros enjeux financiers, hein, bien évidemment, quand des salariés mettent leur employeur au prud'homme pour un licenciement ou pour toutes sortes de choses. Il est évident que les employeurs veulent se défendre, mais on remarque quand même une grosse augmentation du contentieux. Mais par contre, pour rassurer les médecins du travail, c'est quand même encore très majoritairement les médecins traitants qui sont inquiétés plutôt que les médecins du travail. Mais par contre, j'ai envie de dire quand même que notre statut particulier de conseillère de l'employeur et du salarié ne doit pas nous faire perdre de vue vraiment notre indépendance professionnelle. Nous avons, c'est inscrit dans notre code de déontologie et nous devons le faire valoir, c'est-à-dire que je pense que nous ne devons pas nous laisser intimider par des employeurs qui seraient un peu grognons parce qu'on déclare des maladies professionnelles. C'est notre rôle. Encore une fois, hein, nous n'avons pas le droit de priver un salarié d'un avantage auquel il pourrait prétendre. Et je pense que ça, on doit s'en souvenir. Et il ne s'agit pas de déclarer abusivement des maladies professionnelles ou des maladies à caractère professionnel pour lesquelles on pourrait nous ennuyer, mais quand le tableau est formel et qu'on est sûr, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Tout à fait. Merci, docteur. Petite parenthèse, nous vous avons partagé le lien vers le questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le renseigner d'ores et déjà. Alors, plus une remarque qu'une question, mais ça amènera peut-être un commentaire de votre part. Même si l'article du Code de déontologie médicale le prévoit, la déclaration de l'AMP par le médecin du travail est plus compliquée, notamment lorsqu'il y a un risque d'inaptitude derrière. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce commentaire. Alors, compliqué. Ben, je dirais non, il faut être factuel. De toute façon, le constat, encore une fois, va faire l'objet d'une enquête contradictoire. Et donc, l'employeur a tout loisir à apporter ces éléments qui pourraient être contraires à l'évocation de cette maladie professionnelle. Alors, c'est vrai que derrière, s'il y a une inaptitude, c'est le médecin du travail qui va faire cette inaptitude. Donc, on pourrait parler du conflit d'intérêt entre le fait de faire cette déclaration de MP et ensuite de faire une inaptitude qui engage financièrement plus l'employeur. Mais encore une fois, ça n'est pas parce que le médecin du travail participe, c'est pas lui qui décide, c'est l'assurance maladie. Et l'employeur peut encore contester derrière, l'employeur peut faire appel. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Très bien. Je confirme effectivement que c'est vraiment l'assurance maladie qui doit statuer, j'allais dire, médico-administrativement sur cette reconnaissance. Nous sommes dans le cadre d'une pathologie qui relève d'un tableau. Toutes les conditions administratives sont remplies et on reconnaît. Nous sommes dans le cadre d'un tableau, les conditions administratives ne sont pas remplies. Un comité d'experts, le comité régional de reconnaissance maladie professionnelle, va se réunir pour statuer sur ce lien de causalité. Et enfin, la pathologie ne relève pas d'un tableau. Ce fameux comité régional de reconnaissance maladie professionnelle va statuer sur le lien de causalité et son avis s'imposera à la caisse. Donc, on est loin, effectivement, d'une responsabilité du prescripteur de CMI, de rédacteur du CMI par rapport à cette reconnaissance qui aboutira ou pas. Alors, les employeurs essaieront peut-être de faire valoir ce soi-disant conflit d'intérêts, mais je pense que ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Et si, en agissant ainsi, on pouvait favoriser la mise en place d'une prévention primaire en termes de prévention des risques professionnels, je pense qu'on jouerait pleinement notre rôle, ce qui est aujourd'hui un peu difficile. Merci pour ce message, docteur. Alors, une autre question qui nous a été posée, là on est dans le cœur du sujet, j'ai envie de dire. Pouvez-vous
clarifié lors de la rédaction du CMI. Il faut établir un lien entre la pathologie et le travail, mais ne pas prendre parti ou interpréter. Je ne comprends pas la subtilité. Pourriez-vous l'expliciter, s'il vous plaît? Alors, je me permets de faire peut-être un premier niveau de réponse. Je pense que nous sommes médecins. Nous constatons une pathologie que nous mentionnons effectivement sur le certificat médical initial. Il nous semble que cette pathologie, effectivement, est consécutive à une exposition professionnelle. C'est ce que nous indiquons, soit en cochant la petite case maladie professionnelle sur le CERFA ou avec les précautions oratoires dont on a parlé tout à l'heure, on évoque l'exposition professionnelle. On n'est pas du tout dans le fait, parce qu'on peut tout aussi bien ne pas suivre un patient qui va expliquer que sa pathologie est d'origine professionnelle. On ne prend pas parti. On exerce notre art, l'art médical, et on dit oui, effectivement, votre pathologie relève est consécutive à une exposition professionnelle. Donc, c'est du médical, ce n'est pas prendre parti. Et quant à l'interprétation, effectivement, bah là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas là pour, effectivement, notamment lorsqu'on est, j'allais dire, omnipraticien, médecin traitant, on ne connaît pas exactement les conditions de travail de l'assuré. Donc, il est difficile pour nous d'émettre un jugement de valeur ou de préciser que l'intensité de travail est trop importante ou qu'il y a des conflits de valeurs sur le lieu de travail. On n'est pas, c'est pas à nous, effectivement, généralistes, on va dire, de mentionner ce genre de choses. Je vous laisse peut-être compléter. Oui, alors je pense que sur les maladies, encore une fois, les maladies qui sont dans les tableaux, c'est assez simple parce que on connaît les critères, on connaît l'entreprise, on va avoir des éléments, on va y aller sans trop se poser de questions. Encore une fois, c'est à l'assuré d'envoyer tous les examens probants. C'est à l'employeur ensuite d'essayer de prouver que non, son travailleur n'est pas exposé à des risques pouvant engendrer cette maladie professionnelle et que donc la maladie n'est pas professionnelle, mais s'est développée dans le cadre personnel. J'ai envie de dire que là où ça devient plus délicat, et parce que c'est aussi plus nouveau, c'est encore une fois les risques psychosociaux. On remarque que les médecins traitants sont vraiment dans l'empathie, entendent leurs patients et ont envie un petit peu peut-être d'appuyer sur les dires du patient, mais c'est là où ils se mettent en difficulté parce qu'on va les accuser de certificats de complaisance puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes constaté ce qu'ils écrivent. Alors, encore une fois, même si ça peut paraître hypocrite, le fait de mettre entre guillemets les dires du patient ou de dire selon les dires du patient, ça peut nous paraître anecdotique, mais ça fait toute la différence à la chambre disciplinaire en lien avec la jurisprudence. C'est différent d'écrire syndrome anxio-dépressif lié aux conditions de travail, parce que là, badaboum, ça part tout de suite en chambre disciplinaire par l'employeur, enfin par l'avocat. Mais syndrome anxio-dépressif dont le salarié m'explique qu'il est en lien avec ses conditions de travail, c'est pas pareil. Après, il va falloir prouver, et l'employeur va devoir prouver que c'est pas vrai. Merci, docteur. Alors, une autre question, alors, qui est un peu brute, elle devait se rapporter, je pense, à un des propos développés, mais je vous la pose quand même. Et si cet harcèlement a été confirmé par les tribunaux? Alors, question très intéressante. Déjà, dans la question, on a déjà la réponse. Hein. C'est le tribunal qui va dire qu'il y a un harcèlement. C'est certainement pas le médecin. C'est ça. Ne jamais écrire un harcèlement sur un certificat, qu'on soit médecin du travail ou médecin de soins. C'est un mot qui doit être banni du vocabulaire médical. C'est un terme juridique. Exactement. Et en plus, si on raisonne jusqu'au bout, ce harcèlement, il va peut-être être, reconnu par un tribunal de première instance, mais un recours va balayer finalement cette notion de harcèlement. Là, franchement, ne jamais, effectivement, en tant que médecin, mentionné, et quand on doit se cantonner à ce qu'on évoquait précédemment, précaution oratoire, neutralité, etc., même si effectivement un juge
à parler de harcèlement. Votre patient peut très bien aller au tribunal avec le certificat que vous avez produit en disant, voilà, le docteur untel atteste que j'ai été harcelé au travail. C'est aussi simple que ça. Alors, non. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut jamais écrire sur aucun certificat « Monsieur Untel est harcelé au travail ». Le médecin, il va se contenter de décrire l'état de santé de son patient, c'est-à-dire « Monsieur Untel présente un syndrome anxio-dépressif dont il m'explique qu'il est en lien ou qu'il serait en lien avec ses conditions de travail. Il prend tel traitement, il a bénéficié d'un arrêt maladie de telle période à telle période. » Ensuite, c'est vraiment aux tribunaux d'interroger le salarié et de faire caractériser le harcèlement. Je vous rappelle que le salarié, il a gardé des écrits, il a gardé des échanges de mails, il a enregistré des conversations, malheureusement, mais bon, voilà, enfin, etc., etc. C'est à lui d'apporter la preuve du harcèlement, mais jamais un médecin ne doit écrire harcèlement, parce que s'il écrit harcèlement, ça veut dire qu'il cible forcément l'employeur comme coupable de ce harcèlement, et c'est pas à lui de le faire, c'est vraiment au juge. Qu'il soit prud'homal ou de justice civile. Oui, nous sommes d'accord. Une dernière question. Alors, un participant une question très pratique. En tant que médecin du travail, peut-on remplir manuellement ce CERFA imprimé sur papier? Est-ce recevable? Alors, déjà, l'idéal, c'est de disposer des CERFA, comment dire, vous savez, où il y a plusieurs feuillets, etc. Alors ça, normalement, la caisse ne devrait pas faire obstacle à vous en fournir. Le problème, c'est un problème de circuit, puisque les médecins, comment dire, de ville passent par Amélie Pro pour passer commande de CERFA, et vous, effectivement, vous serez un peu plus en difficulté lorsque vous allez demander à la caisse. Ça va être un peu compliqué de trouver le bon service. Mais normalement, comment dire, au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, si nous sommes interrogés par une caisse qui dit voilà, un service de santé au travail nous réclame des CERFA, on lui dira mais donnez-leur des CERFA, il n'y a pas de souci, il y a juste un petit problème de circuit. Après, imprimer le document et le remplir, comment dire, ça peut faciliter la tâche en termes d'instruction. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous êtes obligé, effectivement, comme les duplicata, de remplir tous les duplicata, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, remplir manuellement un CERFA imprimé, ça ne pose pas de problème, c'est toujours un certificat médical. Parfait. Écoutez, il est 12h07. Nous allons pouvoir clore ce webinaire. Alors, 2 informations importantes avant de vous quitter. Déjà, vous dire que quand je vais clôturer le webinaire, le questionnaire satisfaction va s'afficher de manière automatique à l'écran. Donc, encore une fois, je vous invite à le renseigner. C'est important pour nous d'avoir votre retour dans un but d'amélioration continue et aussi et surtout pour recenser les thématiques que vous souhaitez voir traitées. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'était un thème plébiscité dans vos retours. Donc, ça nous permet d'envisager les prochaines sessions. Et donc, d'ailleurs, à ce propos, vous donnez la thématique de la prochaine session. Donc, ça concernera le suivi post-professionnel. Alors, peut-être que Luc, tu peux en donner 2 mots. Peut-être sur Oui, le suivi post-professionnel, vous avez bien compris effectivement que nos assurés, vos patients, les salariés, lorsqu'ils partent à la retraite ou qu'ils cessent leur activité, peuvent bénéficier d'un suivi en fonction de l'exposition qu'ils ont subie lors de leur carrière. Et le docteur Tiffaine Canarelli, qui est d'ailleurs assise à côté de moi, interviendra sur cette thématique pour l'assurance maladie, et le ministère du Travail interviendra peut-être plus pour la partie médecine du travail, de l'importance de la rédaction par les médecins du travail lors de la visite de fin de carrière d'une synthèse des expositions qui, cette synthèse permet effectivement de statuer sur ce suivi post-professionnel.
Donc, on envisage le webinaire soit début décembre, soit début janvier. Vous aurez l'information par vos interlocuteurs des caisses régionales, hein, ou alors sur nos médias, hein, page LinkedIn, site internet. Donc, n'hésitez pas à rester connecté pour pouvoir vous inscrire à ce nouvel événement. Écoutez, peut-être le mot de la fin pour le docteur Nassois Stellin, que l'on remercie grandement pour votre présence. Merci pour vos précieuses interventions. Est-ce que vous avez peut-être un mot conclusif sur la thématique d'aujourd'hui? Non, écoutez, j'ai envie de dire que, comme je l'ai indiqué, hein, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Encore une fois, plutôt en collaboration avec les médecins traitants, mais bien évidemment, on peut toujours bien préciser aux salariés que si le médecin traitant ne souhaite pas établir les différents documents, on reste à sa disposition et qu'il peut nous solliciter à nouveau sans aucun problème. Et je pense que voilà, on a un rôle à jouer, on doit le faire et on va pouvoir rendre un vrai service à nos salariés par rapport à des pathologies qu'ils auront contractées dans le courant de leur activité professionnelle. Merci, docteur. Écoutez, merci à l'ensemble de l'équipe. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé activement avec l'ensemble de vos questions. Donc, je rappelle que vous recevrez le replay dans les 24 heures. Hein, et vous retrouvez aussi l'ensemble des thématiques précédentes sur la chaîne YouTube. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour nos prochains événements. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir. Et au revoir.